sommes nombreux à vouloir réduire notre temps d'écran et surtout celui de nos enfants. Qu'en est-il des effets sur notre santé? Est-ce qu'il faut diaboliser les outils numériques? Donc, cette webconférence a pour ambition de répondre à vos questions et vous apporter des conseils sur la gestion des écrans grâce à l'intervention d'experts. Et je vois que notre premier témoin est arrivé. Nous allons débuter donc cette conférence avec le témoignage de Federico. Oui, bonjour. Bonsoir Federico. Bonsoir. Merci d'être présent parmi nous. Il n'y a pas Donc, de souci. tu as 14 ans, tu es en troisième dans un collège monégasque. Oui, c'est Et ça. nous t'avons sollicité justement pour témoigner sur ton temps d'écran. Ça nous donnera une petite idée de l'utilisation du numérique chez les jeunes. Oui. Et merci pour ça en tout cas, parce que c'est vraiment intéressant, je pense, pour tous ceux qui participent là ce soir, d'avoir une Ok, idée. ok, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, moi ça me fait plaisir aussi de témoigner sur ça. Écoutez, moi il y a mon professeur, du coup, il m'a interpellé, il m'a demandé si ça me ferait plaisir. Moi j'ai accepté, de toute façon, ça me pose pas de problème de témoigner, hein. Ça me fait même plaisir d'aider des jeunes, jeunes comme moi, quoi. Donc voilà. Super. Et alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ton utilisation des écrans sur une journée d'école, par exemple? Déjà par Euh, rapport au réveil, sur tes temps de la journée, en fait. Au oui, oui, réveil, oui. est-ce que déjà, voilà, tu es sur un écran déjà? Au réveil, donc Oui, quand je me réveille la semaine, donc en temps des cours. voilà, sur le temps de classe. Non, donc Non, le matin je me lève, oui, je reste sur le divan, je regarde la télé. d'accord. Ensuite, Et ça, tu as écoutez une estimation un petit peu ou tu arrives à faire une moyenne un peu avant de de la partir? télévision. Ouais, Je regarde pendant que ma mère me prépare le petit déjeuner. Je regarde entre 20 et 25 minutes de télévision. 20 et d'accord. 25 minutes. Ok. Donc ça, c'est le temps avant de partir au collège alors. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et tu as un téléphone peut-être? Et tu regardes déjà ton Oui. téléphone? Ouais, Non, le matin, non, non. pas le matin. Ok. Le matin, je regarde rien. Ok. De Et toute donc, façon, j'ai pas le temps. oui, voilà, ça enchaîne un petit peu le matin, c'est sûr. Ouais. Et donc après au collège, vous avez le droit au téléphone? Non, non, le collège, on n'a pas le droit au téléphone, non. Même pas en Voilà, non. récréation, on n'a pas le droit. Ok, pas le droit. Et entre midi et deux, est-ce que tu manges chez toi ou au collège? Oui, je mange chez moi tous les midis. Voilà. Est-ce que là, à ce moment-là aussi, tu as un temps d'écran ou Oui. est-ce que tu joues Ouais, Oui, oui, le matin. Enfin, non, du coup, le midi, oui, quand je rentre chez moi de midi à 1 heure. Normalement, quand j'ai 1 heure, j'ai pas vraiment le temps, du coup. ouais. Mais quand j'ai 2 heures, ouais. Du coup, D'accord, on va dire une semaine sur deux, quoi. d'accord. Et ce qui fait que tu passes la moitié du temps, par exemple? Ouais, oui, oui, une Ouais, heure. c'est ça? Ok, Oui. ok. Et en rentrant à la maison, comment ça se passe? Est-ce que tu rentres et tu es assez studieux, tu fais tes devoirs ou est-ce que tu peux déjà jouer ou utiliser ton téléphone? Le téléphone, je regarde déjà si j'ai des messages, si j'ai reçu des messages. Ouais, Après, du coup, je suis obligé de me connecter sur École Direct, donc c'est pour voir mes devoirs sur mon ordinateur. eh oui, Je regarde si j'ai des devoirs. Après, je vais pas, je vais du coup directement dire. Alors, en fait, si j'ai des contrôles dans la semaine, je révise, enfin, du coup, j'apprends le week-end et un jour avant, je commence à réviser. Mais du coup, non, non, je joue dès que j'arrive, je joue. Du coup, d'accord, ok. et je fais mes devoirs en même temps que mon frère, du coup, quand il arrive, mon frère. Ah bah voilà, comme ça, oui, ok, on optimise les devoirs et puis c'est le temps de travail, ok. Ouais. Et donc ça, finalement, c'est... Et avant de manger aussi, parce qu'il y a le temps des devoirs, est-ce que tu as un temps aussi peut-être avant de manger? La télé Bah, ou... ça dépend si je finis mes devoirs avant manger. Si je Oui, finis mes devoirs avant manger, ouais. Et après manger, du coup, normalement, non. Non, non, d'accord, j'arrête. ok. Donc tu disais que tu arrêtes avant de manger? Non, après manger. Ah voilà, après manger jusqu'au Ouais. soir, au coucher, ok. Et donc tu as droit à ton téléphone avant d'aller te coucher? Non, de toute façon, je l'utilise. Oui, 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 avant de coucher, ouais. Ouais, Ouais, d'accord. Ok, tu checkes aussi pareil un petit peu les messages, les réseaux ouais, ouais. sociaux peut-être? Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord, ok. Et alors sur ton temps libre, quand tu as le mercredi après-midi et le week-end, Oui. est-ce que tu as une idée un petit peu de ton utilisation des écrans? Le mercredi après-midi, et comme j'ai dit, si j'ai des contrôles la semaine, ça dépend du coup le jour d'avant ou pas. Mm, Mais sinon, de base, le mercredi après-midi, je vais avec mes copains faire de la trottinette. Je vais au d'accord, skatepark ou. Et du coup, le soir, oui, quand je rentre, j'ai joué du coup. ouais,
Et le week-end, si du coup, si j'ai des contrôles la semaine d'après, du coup, mes parents, ils me font aviser. Ils me Ouais. font aviser, du coup, avant. Mm. Et, et on va dire que, imaginons que j'ai 3 contrôles lundi, mardi, mercredi. J'aurais pas le droit de jouer, du coup, le week-end et le week-end, quoi. C'est D'accord, ça. ok, ok. Mais quand j'ai terminé tous les contrôles, j'aurai le droit, évidemment, la semaine. Donc, Oui, comme je fais d'habitude. et c'est ça, ça dépend de la charge de travail en fait, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais, d'accord, ok. Et est-ce que tu as une idée un petit peu de ce que ça fait? Alors même si c'est difficile hein, de quantifier, tu as une idée un petit peu du temps que ça te prend sur les écrans sur la semaine comme ça? La semaine? La semaine, c'est-à-dire donc tout mélanger sur ton temps de classe, donc en dehors de la classe mais les jours d'école, et le Ok. mercredi après, mais le week-end, tu as une idée un petit peu? Donc, en comptant les midis aussi, Ouais. je pourrais dire 7, euh, Ou une fourchette, hein, après, 21h. ouais, 21 heures par semaine. Ouais, Ok, 21h. ok. Est-ce que tu as remarqué justement des aspects positifs ou négatifs par rapport à ton temps d'écran, puisque ça varie, hein, comme tu disais. Est-ce que tu fais une différence quand tu as un gros temps d'écran ou tu as un temps d'écran qui est un peu moindre? Est-ce que tu vois des aspects positifs, négatifs? Oui, des aspects positifs, c'est que je me fais beaucoup d'amis en virtuel. Bien sûr. Je peux aussi du coup jouer avec les personnes que je connais directement. Du coup, après, on discute de ça en classe, et on discute de ce qu'on a fait la veille ou ce qu'on va faire après. Mm. Après, l'aspect négatif, c'est que si je joue trop après, mais moi je m'en rends compte de toute façon, je suis vraiment énervé, même Ouais, sur les gens que je connais pas. Enfin, pas que je connais pas, par exemple, qui n'ont rien fait. Sur les gens qui n'ont rien fait, je suis vraiment énervé contre eux alors qu'ils ont totalement rien fait. d'accord. Oui, tu te sens irrité un petit peu, ouais, 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 et tu ouais. n'arrives pas forcément à mettre de raison derrière. Non, non, non. D'accord. Même le lendemain, limite, avec mes amis, je suis un peu méchant avec eux parce que du coup, même s'ils ont rien fait, j'ai encore la rage avec moi. Donc Et ça, voilà. tu l'associes ouais, vraiment au temps Ouais, ouais. d'écran? Oui, Ou c'est est-ce sûr, parce que je suis que... pas comme ça d'habitude. D'accord, ok, tu fais vraiment la différence. Ouais. Et est-ce que ça fera, ben, je disais, hein, l'occasion d'une autre webconférence, mais est-ce que c'est par rapport au jeu aussi? Parce que moi, je l'ai testé hein, moi-même sur des jeux où il faut être assez réactif, ou des fois, ça met une certaine pression, on va dire. Non, pas vraiment. C'est pas vraiment, pas Pas vraiment parce forcément ça, que ouais. non, non, c'est pas vraiment ça. C'est surtout le temps de jeu du coup que je passe dessus. Après les jeux, c'est pas vraiment très violent, donc ça va. D'accord, ok. C'était pas après forcément dans la violence, hein, parce que nous, c'est notre discours aussi, hein, ça rend pas Oui. violent. C'est juste qu'effectivement, n'importe quel jeu, quand on est assez actif, par exemple sur une manette, on va avoir une certaine tension dans notre corps qui fait que parfois, oui, on va la rejeter un petit peu verbalement aussi. Hmm. Ça arrive aussi. Quand on perd, quoi, imaginons quand on perd. Voilà, ouais, ouais, ouais. C'est possible, oui, oui, c'est possible. Après, là, je joue plus à des jeux où on peut perdre en fait, donc j'ai arrêté ça. Mais avant, oui, oui. Avant, c'était à Ok, cause de ça, ouais. ok. Et est-ce que tes parents ont mis en place alors des règles sur un temps d'écran, sur un encadrement particulier? Et alors, en fait, ils savent pas faire. Enfin, ils savent pas quoi faire comme Ouais, règle. Ils savent pas comment ensuite déjà, parce que c'est pas que je suis énervé, c'est que en fait j'ai besoin de ça. Je peux pas en fait. C'est que mm, ils ont remarqué que j'ai plus de mauvaises notes si je peux pas jouer en fait. d'accord, La preuve que du coup là donc là elle me laisse un peu jouer, j'ai des bonnes notes. Mais si je ok, révise, ouais, donc voilà. Donc c'est ça en fait. C'est ça. Non, ils y arrivent pas non. d'accord, ok. Et est-ce que toi, justement, si on mettait des règles, alors tu serais ouais, dans cette idée que ça serait difficile à respecter? Je penserai qu'à ça. Ouais, Je penserais qu'à ça, parce que là, si, imaginons que du coup je serais privé dès que j'arrive du collège, je me dis avant d'arriver chez moi, je me dis oh là là, putain, je pourrais pas jouer, c'est vraiment ouais. horrible. Alors C'est que là, punitif bon, un peu, hein. ouais, c'est ça. Je Alors comprends. que là, du coup, comme je l'ai, je me suis dit, bon, écoute, de toute façon, t'auras tout le temps pour jouer, tu peux déjà voir si t'as des devoirs pour le lendemain, et là, du coup, c'est moins embêtant pour moi, quoi. Ouais, ouais bah, c'est sûr, c'est la soupape après. Si t'as plus ça,
Il va te Ouais. manquer voilà, ce loisir-là. Ouais. Bah, j'ai Ok. vécu l'expérience qu'on m'a bloqué pendant une semaine, on a testé. Même moi, Ouais. j'ai demandé à mes parents, on a testé pendant une semaine Mm. et je pouvais pas, j'ai remarqué que je pensais qu'à ça, donc je pouvais pas, quoi. Ouais. Ah ouais, je comprends. Ben, merci beaucoup. Merci de ton témoignage, Federico. C'est vraiment un point Ok, de ouais, départ important hein, pour cette webconférence. pas de Et souci. bah, tu peux rester en ligne, hein, bien sûr, pour assister à la conférence si ça t'intéresse. Ok. Il y a d'autres candidats qui arrivent, du coup? Oui, Ou voilà, non? on a des participants, c'est-à-dire, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, on a 124 participants, oui, pour l'instant. Ok, d'accord. Ok, y a pas de Voilà. souci. Bah, je vais rester un petit peu, Ah, bah, je vais voir. super. Merci, Federico. Merci Y a encore. pas de souci, bah, y a pas de souci, merci à vous. Et nous allons maintenant écouter le témoignage de Natacha Didier. Natacha, vous êtes là? Hop. Vous avez le micro coupé, ouais. Ouais, Ok, c'est bon. C'est bon. Je suis. voilà. Bonsoir. Bonsoir, Natacha. Donc, vous êtes Natacha Didier, vous êtes maman de 3 enfants, déléguée à la santé publique et fondatrice du kit pédagogique La Boîte à Mythes, que vous nous présenterez en fin de cette webconférence. Et tout d'abord, je voulais savoir comment vous est venue l'idée de créer ce kit. Alors l'idée, elle est venue tout simplement parce que je suis une maman de 3 enfants, à l'époque âgée de 2, 6 ans et 9 ans. Et comme beaucoup de parents, j'ai été confrontée aux demandes incessantes de mes enfants qui me réclamaient sans arrêt la télévision et beaucoup, beaucoup de jeux vidéo. Donc c'était des demandes qui ne terminaient plus. C'était le soir en rentrant de l'école, c'était le mercredi avant les devoirs, après les activités, avant les activités. C'était le week-end. Ça pouvait être dès le matin ou alors ça pouvait être dès la fin du repas. Euh, donc j'avais du mal à dire non finalement. J'avais du mal à dire stop. Et eux avaient du mal à s'arrêter. Et puis un jour, il y a eu un déclencheur, c'est ma dernière de 2 ans, enfin, qui avait 2 ans à l'époque, et qui m'a dit, en voyant ses frères jouer, qui m'a dit, et moi, je peux avoir la tablette. Et là, ça m'a fait un électrochoc, hein. J'ai dit, mais c'est pas possible. Voilà, en fait, par mimétisme, parce qu'elle voyait ses frères sur les jeux vidéo, elle me demandait un peu l'impossible pour moi. Donc, il a fallu y remédier, et puis je leur ai dit, un peu dans l'énervement, je leur ai dit, écoutez, on va tout arrêter, là, vous me suivez, on va se mettre sur la table de la cuisine, on va prendre des feutres, du carton, des ciseaux, et puis je vais découper des petits cartons, des petits tickets, et puis je vais vous remettre à chacun des petits tickets, et on va définir des temps dessus. Et ça va permettre de cadrer les choses. Enfin, en tout cas, moi, il m'a fallu mettre en place une petite règle à la maison parce que je sentais que j'étais débordée. Euh, je me souviens très bien et curieusement, tout en leur expliquant ça, je me suis dit, mais en fait, tu es en train de définir une règle. Euh, tu es en train de définir une règle avec eux que jusque-là, tu n'avais pas défini. Et avec du recul, aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on définit tout un tas de règles avec les enfants sur voilà, le moment de la douche, sur le fait de ne pas manger, peut-être, voilà, on ne mange pas dans la voiture, on va se laver les dents après les repas. Et curieusement, sur les écrans, on se rend compte qu'on n'a pas défini une règle. Parce que faut le reconnaître aussi, parfois ça nous arrange de ne pas définir de règles. Donc je reviens à mes petits cartons, donc j'ai découpé des petits tickets et puis j'ai distribué aux enfants, donc ils les avaient coloriés et je leur avais dit voilà, on va faire un ticket de 30 minutes.
Et puis toi, à mon aîné, j'en ai donné 3. Au second, je lui en ai donné 2. Et puis bon, bah, pour ma dernière, je lui ai quand même donné un ticket. Voilà, pour dire, tu auras ton ticket toi aussi. Et puis, je leur ai dit, bah voilà, les tickets, vous allez pouvoir les utiliser le mercredi, le samedi, le dimanche, après tout, après le travail, après les activités, en fait, quand on n'aura rien à faire. Et puis surtout, quand vous aurez fini vos tickets, donc j'avais pris le minuteur de la cuisine hein, pour faire cuire les œufs, donc c'était le minuteur qui allait les accompagner. Et je leur ai dit surtout, quand vous avez terminé vos tickets, vos temps d'écran, on n'en parle plus. Et c'est vraiment ça qui m'a soulagée parce que finalement, ben, je me suis rendu compte qu'ils avaient accepté ma règle. Alors, bien sûr, il y a parfois des négociations, il y a parfois, voilà, on revient dessus parce que le temps d'écran, il s'arrête et que le jeu n'est pas terminé. Voilà, ça reste des enfants qui sont dans la négociation, mais ça leur permettait d'avoir un cadre et d'avoir une règle et d'avoir vraiment mis en place un petit contrat entre eux et moi. D'accord. Voilà, donc de cette expérience, alors moi je travaille en éducation et en promotion pour la santé sur un autre public, sur des adultes, mais c'est vrai que j'avais un peu cette culture de prévention. Et de là, j'en ai parlé un peu autour de moi et je me suis dit, tiens, mais de cette expérience, je pourrais peut-être aider d'autres parents. Et c'est vrai que bah, autour de moi, hein, des parents, des amis, bien évidemment, tout le monde était confronté à cette problématique des écrans. Et je me suis dit, bah, tiens, de l'idée au concept, à l'entrepreneuriat, il n'y avait qu'un pas. Et je me suis lancée dans ce projet de boîte à limites, donc que j'ai baptisé la boîte à limites. J'ai rassemblé mes idées et j'en ai fait un concentré de conseils. Et donc, la boîte à limites s'adresse aux enfants entre 3 et 10 ans. Et donc, j'ai participé à une campagne de financement participatif sur Ulule. Et puis derrière, j'ai lancé ma commercialisation un an après. Voilà. Boîte à limites que vous nous présenterez justement en fin de présentation. On vous retrouvera tout à l'heure pour la présentation. Ok. Merci Natacha. Et je vais ensuite donner la parole à Laurie Tisserand. Oui. Et bonsoir Laurie. Bonsoir. Bonsoir. Laurie Tisserand, vous êtes neuropsychologue spécialisée dans les troubles de l'apprentissage. Vous exercez en libéral. Et on a une première question que tous les parents se posent. La surexposition aux écrans, est-ce qu'elle a des effets sur le cerveau? Alors, du coup, je vais aborder cette question. On va essayer de faire rapide et de faire dans les grandes lignes, en sachant que, comme ma spécialité, c'est les troubles des apprentissages, je vais plutôt cibler les enfants qui vont être au début de leur développement, puisque en termes de surexposition des écrans, c'est pas forcément, enfin, le temps joue, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on va leur présenter dans ces écrans-là. Et le fait est-elle nocive pour le cerveau? Moi, j'ai plutôt précisé qu'en fait, en termes de nocivité, ça va plutôt être dans la qualité du développement de l'enfant. Et là, je vais préciser dans les domaines, quels sont les domaines où, on va dire, les écrans, notamment, on va dire, les écrans où on est dans la passivité, on va regarder uniquement un dessin animé, par exemple, quels sont les domaines où ça peut un petit peu altérer. En premier, et ça c'est vraiment pour les enfants qui vont être en maternelle, on va être sur le graphisme en termes de qualité, complexité, par exemple du dessin du bonhomme, mais aussi en termes de tonicité des doigts, de l'acquisition de la pince dont on va se servir pour utiliser et attraper les stylos, les feutres, qui vont être moins bien développés, avec moins bien de tonus et de force dans les doigts. Il y a aussi le développement de la conscience du corps, du schéma corporel dans l'espace, mais encore une fois, ça dépend de quel type de jeu, quel type d'écran. Au niveau du langage, ce qui peut être constaté, c'est qu'il y a une difficulté au niveau du développement de la richesse du vocabulaire, c'est-à-dire que les enfants vont avoir moins de mots pour s'exprimer, vont avoir un petit peu plus de phrases, enfin, un peu plus de difficultés pour faire des phrases complexes, et aussi au niveau de l'orthographe, notamment par l'utilisation des textos où l'écriture peut être rapidement faite. Et en plus de ça, le téléphone enregistre la mauvaise écriture
et nous la repropose. Donc, en fait, c'est une sorte de renforcement de nos propres erreurs d'orthographe. Au niveau des habiletés sociales, alors là, du coup, c'est un peu mixte. Peut-être que Madame Lalo pourra l'étayer un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'en termes d'interaction sociale, ce qui peut être un petit peu plus, on va dire, pénalisé, c'est en termes de communication non verbale. Puisque quand on est dans les écrans, on va beaucoup échanger en termes de messages, mais il faut savoir que le verbal est 20% de la communication et que 80% est de l'ordre de la communication non verbale, c'est-à-dire avec le corps, avec la voix, les sourcils, etc. Et c'est savoir comment les utiliser et comment les interpréter. C'est-à-dire les enfants de savoir qu'il faut regarder la personne. S'il y a un sourire, il faut faire un sourire en retour. Mais si on commence à beaucoup parler, ben, il faut savoir que si la personne commence à faire des signes où elle s'impatiente, où elle n'écoute plus, où c'est plus intéressant, il faut savoir s'arrêter de parler et laisser l'autre. On a aussi l'acceptation des conventions sociales. Et ça va aussi avec le fait d'accepter la frustration, d'accepter le fait de lâcher prise, de ne perdre le contrôle. Et c'est vrai que dans des jeux où il faut construire son monde, on a le contrôle sur absolument tout. Même les avatars, les profils, les photos qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, tout est contrôlé dans l'angle, tandis que dans la vie réelle, le face-à-face, on ne contrôle pas forcément le regard de l'autre et ce qu'il peut percevoir en nous. Et ça peut être un petit peu plus perturbant. Perte de repères face à l'ennui, face au fait de ne rien faire, les temps morts. Et c'est vrai que le problème, c'est que quand ils sont hyper stimulés à la maison avec les écrans où c'est des flashs très, très intéressants, à l'école, il y a ces temps morts. C'est pas forcément des feux d'artifice à chaque fois. Et ça peut être un petit peu difficile parfois à temporiser. Aussi en termes de l'attention, et je pense que c'est une question que beaucoup de parents peuvent se poser en termes de mais est-ce que ça va altérer l'attention? On va dire que oui et non, il y a certains types d'attention qui vont être travaillés, comme l'attention visuelle rapide, mais on est plus sur une façon d'être dans une sorte de réflexe d'observation, et en même temps, l'attention soutenue va être en difficulté dans le sens où si on reste 4 heures devant les écrans, on n'a pas une attention soutenue qui est tenue pendant 4 heures. C'est des flashs en fait de 3 secondes où bien souvent on est en multitâche, où on a des interférences. En fait, on n'est pas pendant 4 heures sur une seule et même chose dans une même réflexion prolongée. Après, par rapport à la créativité, c'est un entre-deux. C'est-à-dire qu'autant certains supports peuvent développer la créativité, autant d'autres pas du tout, parce que c'est ce qu'on propose à l'enfant et on ne demande pas du tout de s'impliquer, pas du tout d'y amener l'imaginaire. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément quelque chose d'absolu, ça peut être possible, mais il faut faire attention à ce qu'on peut proposer. Et surtout, le temps qui est consacré aux écrans, c'est le temps qui est consacré qui n'est pas consacré plutôt aux apprentissages scolaires et aux interactions familiales. Et ça aussi, c'est extrêmement important pour le développement. Je dirais même que ce n'est pas forcément l'enfant devant les écrans, mais c'est aussi les personnes autour de l'enfant qui sont ou non devant les écrans. C'est-à-dire qu'un petit enfant, il est peut-être protégé, il n'a peut-être pas les écrans, mais si en face de lui, il y a un parent qui est sur son téléphone, l'interaction sociale, familiale ne va pas être non plus. Donc, c'est ça aussi de voir même si l'enfant est préservé directement, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de perturbation aussi et d'interaction ratée parce que d'autres membres où la télé est allumée, ce qui va un peu faire une interférence ou des choses comme ça. Voilà. Et super, merci. Oui, on avait beaucoup d'informations, déjà plein de points intéressants à relever. Et il y a aussi le rôle de la dopamine. Alors, quel rôle la dopamine joue-t-elle dans l'utilisation des écrans ? Alors oui, alors la dopamine, encore une fois, là, on est sur plutôt de la neurobiologie qui va être assez complexe et il faut savoir qu'en termes de dopamine, on va beaucoup parler de hormones du plaisir, hormones du bonheur et circuit de la récompense. Et en fait, c'est pas tout à fait aussi simple et aussi glamour que ça. Tout d'abord, c'est un neurotransmetteur, c'est pas une hormone dans le sens où le neurotransmetteur va envoyer un signal et va transmettre l'information. Et en fait, la dopamine, elle n'est pas que liée à la récompense, elle est liée à plein d'autres choses, à la motricité, au cycle de veille de sommeil. Enfin, elle intervient dans beaucoup de choses et c'est des circuits très complexes et elle n'est pas toute seule dans la transmission de l'information. Et la chose, c'est que le rôle dans la dopamine, elle est liée à la mémoire et l'apprentissage. Pourquoi la mémoire et l'apprentissage? En particulier quand c'est nouveau, saillant ou surprenant. Ce qui fait que quand on est devant une série,
c'est pas le fait d'être devant les écrans qui va nous apporter la dopamine, mais c'est par exemple quand on a une série qui fait un rebondissement, là on a la dopamine. Et là, on va accrocher encore plus à cette série. Et c'est pour ça qu'on adore les séries où il y a beaucoup de rebondissements. C'est là où la dopamine intervient. La nouveauté. Pourquoi on nous propose tout le temps de la nouveauté? C'est pour effectivement nous faire continuer à revenir dessus. Et en fait, la dopamine transmet un signal de c'est là où est la récompense. Ça veut dire qu'on va faire dans un apprentissage, on va essayer, on va tester par exemple une nouvelle série. Et par exemple, on rentre chez soi, on pose ses affaires, on s'assoit sur le canapé, on allume la télé et là, on tombe sur la série et on a une récompense. La chose, c'est que la dopamine, elle va nous guider à partir de ces prises de décision. Et là, on a la récompense. Et là, la dopamine va faire un double fonctionnement, c'est-à-dire qu'elle va faire une sorte de mémoire en disant qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à cette récompense. Et comme notre cerveau, il est assez fainéant, il va être beaucoup dans l'économie. Quand on est face à un escalator ou un escalier, on va prendre l'escalator sans se poser de questions. Pour prendre l'escalier, il faut beaucoup plus se motiver et faire appel à des arguments. Donc, le cerveau va tout le temps faire ça. Il va tout le temps faire des choix et il va faire les choix les plus simples, les plus économes pour avoir un maximum de récompenses. Donc, forcément, il va avoir une sorte de routine qui va se mettre en place et qui va apprendre à ce que le choix, la prise de décision va être de plus en plus courte. C'est-à-dire que la prochaine fois que je vais arriver, je vais poser mes affaires, je vais me diriger vers le canapé et quand je serai sur le canapé, je vais allumer la télé. Et cette séquence-là va être de plus en plus raccourcie, ce qui fait qu'on va avoir de plus en plus d'impulsivité dans le fait de prendre cette décision et à la fin, ça va devenir totalement automatisé. On n'a plus forcément le réflexe de dire qu'est-ce que je vais faire une fois que je suis sur le canapé, c'est presque automatique de faire la télé. Parce que la dopamine nous a envoyé le signal de c'est là où est la récompense. Si tu veux prendre un livre, c'est beaucoup plus coûteux, ça va être un peu plus long pour que tu aies une récompense. Il vaut mieux que tu allumes la télé parce que ça va être plus économe. Voilà le rôle en partie de la dopamine. C'est ce qui fait qu'effectivement, nous, on a été bercés aussi avec les télés et qu'on avait ce réflexe télé aussi. C'est ça, c'est en termes de réflexe, c'est pas forcément l'hormone du bonheur, c'est plutôt une hormone qui va nous simplifier la prise de décision pour aller au plus simple. Et c'est vrai que tout ce qui va être les commerces, les écrans, on va dire les industries vont être beaucoup proches des chercheurs en neurosciences parce que c'est comment nous amener à aller vers ce produit plutôt qu'un autre et qu'est-ce qui va changer la balance. Donc les couleurs flashy, saillantes, la nouveauté, etc. Ça va nous faire pencher la balance pour pouvoir dire « Ok, je vais là ». Bien sûr, et ça, je pense que les réseaux sociaux et les jeux vidéo ont compris un petit peu le rôle et l'utilisent beaucoup, je pense, pour l'attractivité de certains de ces médias. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Laurie, je pense qu'on a beaucoup appris avec vous ce soir. Oui, c'était un peu dense, mais j'essaierai peut-être de répondre aux questions-réponses s'il y en a à propos de ces deux sujets. Oui, merci Laurie, oui. Et on va rester dans le domaine de la santé. Je vais m'adresser maintenant à Catherine Géga. Bonsoir Catherine. Bonsoir à tous. Catherine, vous êtes responsable opération et communication de l'association ASNAV. Je vous laisse présenter l'association. Oui, alors la SNAV, c'est l'Association pour l'amélioration de la vue. Donc, c'est une association professionnelle qui réunit l'ensemble des acteurs de ce que l'on appelle l'optique ophtalmique, c'est-à-dire tout ce qui concerne le médical avec les ophtalmologistes, le paramédical avec les opticiens, les orthoptistes et les industriels qui produisent les verres, les montures et les lentilles de contact, enfin les verres et montures de lunettes et les lentilles de contact. Voilà, donc c'est une association totalement professionnelle et qui a pour mission de sensibiliser l'ensemble de la population à l'importance de contrôler sa vue régulièrement, parce qu'il y a des moments de la vie où il est important de le faire, et de la faire corriger, bien sûr, quand c'est nécessaire. Et là, ce soir, justement, vous allez aborder un petit peu les campagnes par rapport aux écrans, les conseils un petit peu. Donc, justement, est-ce que trop d'écrans, ça a des effets sur la vue? Alors d'abord, il n'a jamais été vraiment prouvé, contrairement aux idées reçues, que les écrans étaient mauvais, directement mauvais pour les yeux. C'est simplement la façon dont on se comporte face à eux qui génère des troubles que l'on a tous plus ou moins ressentis, surtout en ce moment. Et ces comportements, en fait, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas naturels. C'est-à-dire que de façon ancestrale, l'œil a été conçu pour voir de loin, pour regarder au loin. Si on remonte très loin pour chasser le mammouth dans la steppe, et donc sa position naturelle, c'est véritablement de regarder le plus loin possible.
Et quand il doit regarder un écran, c'est tout le contraire, parce que l'écran, l'horizon que l'on a avec l'écran, en fait, il se limite, il est à 30 cm si on regarde son smartphone, jusqu'à un maximum 80 cm pour un ordinateur de bureau. Donc, ce n'est vraiment pas du tout naturel, et c'est pour ça que l'on retrouve des troubles différents et que l'on éprouve tous des difficultés face aux écrans. Et comme l'œil ne peut pas voir de loin et de près en même temps, il est obligé de faire un effort pour ce que l'on appelle accommoder, c'est-à-dire passer de la vision de loin à la vision de près. Ça, c'est grâce à des petits muscles que l'on a dans les yeux au niveau du cristallin qui nous permettent de voir net, et de voir net notamment de près, parce que là, on est vraiment obligé d'avoir cette vision de près. Et plus on regarde de près, plus l'effort pour l'œil est important. On est vraiment en tension permanente, c'est-à-dire que l'œil, c'est un petit peu pour imager un petit peu, c'est comme si on avait le pied qui était toujours en flexion. Vous imaginez passer la journée avec le pied en flexion, ce serait très compliqué sans avoir de crampes. Donc voilà, l'œil est constamment en tension, qui génère bien sûr des troubles. Alors, plus le temps en plus est important, puisque maintenant, je vais vous montrer ensuite quelques chiffres sur le temps passé sur les écrans grâce à une étude que l'on fait régulièrement. Plus le temps passé, bien sûr, est important, plus ces troubles s'amplifient. Donc, c'est quoi ces troubles? Ce sont des maux de tête, ce sont des picotements, ce sont des larmoiements ou au contraire un œil sec. Parce que il faut savoir que quand on regarde un écran, l'œil, les paupières ne clignent pas, on a vraiment l'œil fixe, les paupières ne clignent pas et donc on ne réhumidifie pas son œil grâce à le clignement des paupières permet d'humidifier l'œil, donc ça génère ce que l'on appelle des troubles liés à l'œil sec et on peut même aller jusqu'à avoir une vision floue en fin de journée, ne plus vraiment avoir une vision correcte. Donc voilà, ça ce sont les troubles les plus souvent constatés et les plus souvent constatés parce que justement on passe beaucoup de temps. Je vais vous montrer des petits graphiques qui vont vous expliquer, qui vont, je pense, vous interpeller. Alors c'est une étude que l'on a fait, que l'on présente sur une population de 16-24 ans, mais cette étude on l'a fait également pour l'ensemble de la population. Donc, vous avez, là, j'ai pris deux exemples qui sont le smartphone, parce que les 16-24 ans, je pense qu'ils ont un smartphone greffé après la main. Vous voyez qu'il y a une évolution depuis 2012. On est passé de 1h27 à 4h36. Alors, je précise en plus que ces chiffres, on les obtient par des déclarations. Ce sont les personnes elles-mêmes que l'on interroge qui donnent ces temps, donc ce sont des estimations vraiment personnelles. Et par exemple, la tablette, on avait vraiment démarré de 0 en 2012, on est quand même à 1h43 par jour. Alors ça, ce sont deux exemples parce que ce sont vraiment des outils qui sont utilisés par les plus jeunes. Mais si on regarde le temps total, alors le temps total à ces temps que je viens de vous montrer, on ajoute également la télévision et l'ordinateur de bureau ou l'ordinateur pour jouer. Et vous voyez qu'en 2019, on atteignait un total de 13h35 pour la journée. Alors, sachant aussi, je précise, que souvent, ces écrans sont utilisés aussi en simultané. C'est-à-dire que quand on a l'ordinateur de bureau, en général, on a le smartphone à poser à côté et que on passe, on jump d'un outil à un autre, et ce qui fait que ce qui permet d'atteindre, ce qui explique ces temps extrêmement importants que l'on obtient quand on additionne tous les temps passés. Donc, vous voyez qu'on est à plus de la moitié de la journée, et je repense au jeune homme qu'on a entendu tout à l'heure, lui qui avait une estimation, à mon avis, un peu minorée, 21 heures par semaine, puisque là, on est sur un temps quotidien. Donc, voilà. Alors, ça, ce sont les temps passés estimés. Alors, je vous ai parlé des troubles qui sont le plus souvent ressentis par l'ensemble de la population. Je pense que toutes les personnes qui télétravaillent en ce moment le ressentent aussi. Mais il y a également un autre point sur lequel je voudrais appuyer, c'est peut-être avez-vous déjà entendu parler qu'on avait actuellement un fort développement de la myopie, notamment chez les plus jeunes enfants.
Alors, il est clair que ce temps passé en vision de près, pas seulement pour les écrans, mais c'est aussi le temps passé en vision de près qui génère aussi ce développement de la myopie, puisqu'en France, on a doublé en 20 ans le nombre de myopes. On est passé d'environ 20% de la population à un peu plus de 40 maintenant. Et on estime qu'en 2050, la moitié de la population mondiale, on est vraiment sur une population encore plus importante, la moitié de la population mondiale sera myope. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui à Singapour, on est à 92% d'enfants et de jeunes myopes. Donc vous voyez, alors c'est vrai qu'il y a une étude aussi qui est parue très récemment qui a montré aussi qu'il y avait un développement exponentiel de la myopie chez les jeunes Chinois après le confinement, ça a été constaté parce qu'ils ont eu un confinement beaucoup plus strict que nous. Et logiquement, si je puis dire, ça a généré un développement encore plus important de la myopie. Alors, pour la myopie, il y a ce temps de passer en vision de près, mais il y a également l'absence d'activité en lumière naturelle. Et ça a été aussi, c'est le deuxième facteur qui est constaté pendant ce développement de la myopie, puisque en fait, la lumière naturelle permet de freiner un petit peu la croissance de l'œil, puisque un œil myope est un œil trop long. Et la lumière naturelle permet, elle, de freiner un petit peu le développement de cet œil. Et donc, c'est pour ça que quand on parle des écrans, on parle aussi de bien alterner les activités, c'est-à-dire qu'un temps d'écran défini devrait aussi correspondre à un temps d'activité à l'extérieur, puisque ça permettrait de réguler un petit peu toutes ces problématiques. D'accord. Et justement, on fait souvent l'erreur de penser que la lumière bleue, elle a un effet sur la vue, parce qu'on parle de lumière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la lumière bleue, des effets? Oui, la lumière bleue, on en entend beaucoup parler aussi. Alors, on entend beaucoup parler de la lumière bleue des écrans ou des lampes LED. Il faut d'abord savoir que la lumière bleue, c'est avant tout une lumière naturelle qui est générée par le soleil. Alors, si on parle d'effet nocif de la lumière bleue, c'est aussi parce que comment dire, c'est une onde, la lumière bleue, c'est une onde qui est très proche, toute proche des ultraviolets dont on connaît tous les effets nocifs, hein, que ce soit sur la peau ou sur les yeux. Donc c'est vrai que l'onde de la lumière bleue est très proche des ultraviolets, donc on a considéré que ça pouvait aussi avoir des effets délétères sur l'œil. Pour l'instant, il y a quelques études, mais qui ont permis de constater effectivement qu'il pouvait y avoir un effet, mais ce que l'on n'arrive pas à définir, c'est quelle est véritablement la dose de lumière bleue émise par la plupart des outils. On sait que le téléphone en émet, on sait que les tablettes en émettent. Par contre, les écrans d'ordinateur, je dirais de bureau, c'est moins sûr. Et en plus, il y a une question aussi de dose, puisque en fait, les doses qui sont émises par ces outils sont très minimes. En revanche, il y a quelque chose qui est prouvé aujourd'hui, ça sans aucun problème, c'est les effets de la lumière bleue sur le sommeil, puisque la lumière bleue restitue une lumière de jour artificielle, donc elle agit sur le cerveau, elle le trompe en lui faisant croire que le jour est toujours là, et de ce fait, c'est pour ça qu'on considère qu'il faut absolument s'arrêter de regarder ces écrans un temps, je dirais, entre 1 heure et 1 heure et demie avant le coucher pour pouvoir s'endormir correctement. Et ça, c'est loin d'être le cas, puisqu'on connaît nombre de jeunes qui emportent le smartphone au lit. Donc, voilà, c'est pour ça il y a aussi une action à faire au niveau du sommeil par rapport à cette lumière bleue. Mais justement, en prévention, on aborde aussi beaucoup. Certains élèves nous disent moi, j'ai des lunettes, j'ai l'option anti-lumière bleue ou carrément les lunettes faites exprès et même les filtres sur nos écrans. Donc, est-ce que c'est vraiment efficace cette option-là sur les lunettes? Alors, c'est efficace. Alors, l'efficacité, elle est plus ou moins démontrée aussi. Ça a un effet, ces lunettes, enfin ces filtres ont un effet, c'est vrai, pour soulager. Ça soulage quand même pas mal la vue. Simplement, moi, je relève aussi un peu l'effet délétère de ces outils, parce qu'à partir du moment où on les porte, on peut se dire que finalement, on est protégé et qu'on peut continuer à regarder ces écrans indéfiniment, puisqu'on n'a plus cette émission de lumière bleue. C'est très utile notamment pour les personnes qui travaillent, puisque là, il a été vraiment prouvé que ça pouvait soulager un petit peu la vue. Par contre, on les déconseille pour les petits-enfants,
puisqu'en fait, ces lunettes ont un filtre jaune qui déforme les couleurs. Donc, comme les petits-enfants enfin l'œil des petits-enfants sont en plein développement, il faut aussi que l'œil puisse s'habituer aux couleurs naturelles. Et si ces couleurs sont déformées, ça peut être gênant après pour la suite du développement de l'œil. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des recommandations justement pour un meilleur usage des écrans? Alors, il y a 4 règles qu'on a établies que je vais vous projeter également avec mon écran. Donc, on était sur le temps consacré aux écrans. Je vois bien si ça peut venir, ça serait bien. Voilà. Voilà, donc nous avons établi 4 règles qui sont toutes simples. D'abord, bien s'installer devant l'écran. Alors, bien s'installer, c'est un petit peu, je pense que beaucoup de parents connaissent cette fameuse règle de la diagonale de l'écran. C'est-à-dire 1,5 fois, ça on en parlait déjà il y a très longtemps avec les écrans de télévision, mais c'est toujours une règle qui est à appliquer aussi pour les écrans, à savoir calculer à peu près, s'installer à une distance qui représente 1,5 fois la diagonale de l'écran, hein, quel qu'il soit. Ensuite, faire des vraies pauses, ça je disais tout à l'heure. Alors les vraies pauses, c'est quoi? C'est abandonner tous ces outils à écran, c'est-à-dire ça n'est pas abandonner l'ordinateur pour prendre le smartphone, mais c'est justement essayer d'aller regarder au loin dans la mesure du possible, faire une pause pour regarder le plus loin. Alors le plus loin, c'est au moins 5 à 6 mètres. On considère qu'à partir du moment où on regarde à 5 à 6 mètres, on est en position de vision de loin, qui est donc la position de repos pour l'œil. Alors le temps des pauses, pour les personnes qui travaillent sur ordinateur, on a coutume de dire que c'est la règle des 20-20, c'est-à-dire une pause de 20 secondes toutes les 20 minutes. Après, pour les autres activités, on considère que c'est à peu près 10% du temps d'écran à consacrer à cette pause. C'est-à-dire que si, pour les jeux vidéo, par exemple, si un jeu dure 1 heure, il faut au moins prendre le temps de s'arrêter une dizaine de minutes pour pouvoir relâcher l'œil, le reposer, relâcher l'accommodation et éventuellement recommencer après, ça ne pose pas de problème. C'est d'ailleurs les conseils que l'on donne et qui sont en général très bien acceptés par les plus jeunes. Ensuite, utiliser la bonne lumière. Alors déjà, une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas que l'écran, quel qu'il soit regardé dans le noir. Il ne faut pas que ce soit la source unique de lumière. Donc, avoir toujours une lumière d'ambiance. Quand on est à la lumière naturelle, l'écran doit toujours être perpendiculaire à cette lumière. La lumière ne doit être jamais ni dans le dos, ni de face à nous. Alors, ni dans le dos pour éviter les reflets sur l'écran, et face à nous pour éviter que ce soit nos yeux qui soient éblouis. Et la dernière règle, alors là, c'est plutôt pour les porteurs de lunettes ou ceux qui se sont vus prescrire ce que l'on appelle des lunettes de repos. Les lunettes de repos, elles ne sont pas toujours très bien utilisées. On sait que beaucoup de personnes attendent de ressentir un trouble quelconque pour les mettre. Or, les lunettes dites de repos, il faut les porter dès l'instant que l'on s'installe face à son écran pour travailler ou pour faire toute autre activité. Donc, porter ces lunettes en permanence à partir du moment où on est devant un écran et quand on doit les porter. Voilà ce que je pouvais donner comme conseils qui sont assez simples et je pense assez faciles à appliquer. Et ces conseils, on peut les retrouver un peu plus en détail sur notre site qui s'appelle cmavu.org. Voilà. Pardon, désolée. Merci beaucoup, Catherine. C'est vrai qu'on se sert de vos campagnes aussi, nous, en prévention. Donc, c'est vrai que c'est assez simple et c'est vraiment lisible pour les enfants. Merci encore de votre intervention. C'est très bien reçu quand on leur dit qu'il suffit simplement de faire d'appliquer ces petits conseils, mais qu'il ne s'agit pas de tout arrêter, parce qu'on sait que de toute façon, ça n'est pas un discours qui peut être entendu aujourd'hui, mais ça passe très bien. Bien sûr. Merci encore, Catherine. C'est au tour d'Audrey Isnard d'intervenir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Audrey.
Donc, vous êtes psychologue, clinicienne et juriste et vous intervenez pour Action Innocence Monaco. Alors, est-ce qu'il y a des outils et des conseils pour accompagner son enfant dès le plus jeune âge dans l'utilisation du numérique? Alors, donc effectivement, on vous remercie, on remercie les parents qui nous ont envoyé des questions en amont. Donc, moi, je vais tenter de répondre un petit peu aux questions qu'on a pu recevoir et qui, pour certaines, sont apparues aussi un petit peu dans le chat ce soir. Donc, mon discours, il va un petit peu dans le même sens que Vanessa Lalo. Donc, c'est rassurant, je pense qu'on pense tous un petit peu la même chose quand on intervient sur ces thématiques. Ce qui est important, c'est déjà, dans tous les cas, de discuter avec votre enfant pour identifier quels vont être ses besoins et ses attentes. Quand il vous demande, par exemple, il y a la question du portable en primaire, la question, c'est aussi pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il veut faire avec son portable ou avec son écran en général? Et pourquoi est-ce qu'il vous émet cette demande? Est-ce que c'est pour une question de lien social avec ses amis? Et c'est quand même quelque chose d'important à prendre en compte. Est-ce que c'est aussi un besoin du côté du parent d'être sécurisé par le fait que l'enfant est un portable? Et en tout cas, c'est des questions qu'il est important que vous abordiez ensemble, parents et enfants. Que vous en discutiez, que vous trouviez peut-être ensemble des solutions, même si au final, c'est quand même aux parents de trancher et de faire autorité. Comme disait Vanessa Lalo, de tenir bon, particulièrement à l'adolescence. C'est important de pouvoir tenir cette autorité avec une certaine souplesse. Attention, il ne s'agit pas de rigidité, mais de rigueur. C'est-à-dire que ça se discute, ça se négocie. L'adolescent, il est en phase d'expérimentation pour devenir un adulte. Donc, c'est important de prendre en compte ses besoins et sa parole. Mais malgré tout, quand une règle est posée, de la tenir. Parce que là où le parent peut perdre un petit peu en crédibilité, c'est aussi s'il pose une règle, mais que finalement, cette règle, elle est toujours... elle n'est pas appliquée et elle est toujours remise en question. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la souplesse, mais il faut quand même de la rigueur dans les règles qu'on pose. Donc, notamment, sur la question du portable en primaire, nous, les conseils qu'on peut vous donner comme ça un petit peu rapidement, même si après, c'est vraiment du cas par cas, ça va être d'identifier donc quel est le besoin de l'enfant. Donc, en primaire, nous, on constate dans les classes que déjà beaucoup d'enfants ont effectivement un portable. Par contre, ça peut être un portable qui n'est pas un smartphone, par exemple, qui n'est pas d'accès à Internet. Ça va être d'être vigilant aux applications que l'enfant va pouvoir installer s'il a Internet sur son smartphone. Donc, tout ça, c'est vraiment à déterminer ensemble. Et on va le présenter par la suite, de ne pas hésiter à recourir à un logiciel de contrôle parental pour justement savoir ce que fait l'enfant avec son portable et l'accompagner autour de l'utilisation du portable. Ça porte un petit peu mal son nom selon nous, parce que quand on parle de contrôle parental, pour les jeunes, c'est vu justement comme quelque chose qui vient surveiller, voire d'un peu intrusif. Et c'est là où il faut être vigilant à effectivement pas tomber dans ce risque-là en ne se saisissant peut-être pas de toutes les possibilités qu'on peut avoir dans le contrôle parental, qu'on vous présentera donc ensuite. Mais là aussi, de discuter avec lui et de lui expliquer en quoi ce que vous mettez en place dans ce contrôle parental, ça a du sens pour le protéger, pour vous rassurer, sans être justement intrusif. Ce qui va être important aussi, c'est de découvrir l'objet ensemble, quel que soit l'écran. Si on parle des jeux vidéo, ça va être de vous intéresser aussi aux jeux auxquels joue votre enfant. À la fois, ça ouvre le dialogue, donc ça va vous permettre aussi de partager d'autres liens avec l'enfant, et puis de savoir ce qu'il utilise. Donc sur ces questions-là, vous pouvez vous référer par exemple à la règle du 3, 6, 9, 12 de Tisseron que vous pouvez trouver sur Internet facilement, qui donne des pistes sur les besoins de l'enfant en fonction des âges et donc des écrans auxquels il peut accéder. Ce n'est pas forcément quelque chose à prendre strictement à la lettre, d'accord? C'est toujours à voir en fonction des besoins de votre enfant. Et je dirais, il y a une question qui a été posée, c'est comment identifier les programmes nuisibles pour l'enfant ou l'adolescent? Donc ça, je vais y répondre. Mais déjà, dans un premier temps, c'est aussi toujours se demander, plutôt que le risque, quel est l'intérêt de l'enfant? C'est-à-dire, c'est pas seulement quel est le risque que mon enfant ait un portable, quel est le risque que mon enfant passe du temps sur les jeux vidéo, c'est plutôt quel va être l'intérêt pour mon enfant d'avoir un portable, quel va être l'intérêt pour mon enfant de jouer aux jeux vidéo. Et justement, d'y répondre de manière à ce que ça soit toujours avec des apports positifs pour l'enfant. Donc, par exemple, sur les programmes nuisibles, il y a quand même des programmes qui peuvent vous orienter.
Donc déjà, un petit rappel que les parents n'ont pas forcément toujours en tête. La loi précise que les réseaux sociaux, normalement, sont accessibles à partir de 13 ans, avec l'accord parental, jusqu'à ce que l'enfant ait 15 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 15 ans, on estime qu'il n'y a plus forcément besoin de l'accord parental. Et en particulier les réseaux sociaux WhatsApp, il faut normalement avoir 16 ans. Alors qu'on constate dans les classes que souvent les enfants l'ont bien avant. Donc là, c'est les réseaux sociaux. Alors la loi qui fixe à 13 ans, c'est prenant en compte la maturité des enfants et pour éviter justement qu'ils puissent avoir des publications qu'ils regrettent par la suite, par exemple, ou qui s'exposent à des dangers sur l'utilisation des réseaux. Pourquoi WhatsApp a renforcé à 16 ans? Ça, c'est pour se protéger lui-même, le réseau, puisque c'est dans le sens où l'enfant qui avant 16 ans est sur WhatsApp, il ne pourra pas se retourner contre WhatsApp s'il rencontre un problème, ce qui n'empêche qu'il puisse poursuivre en justice les auteurs, par exemple, d'un harcèlement, d'insultes, ou voilà. Pour ce qui est des jeux vidéo, donc il y a donc la norme PEGI, qui est une norme européenne, qui va déterminer des âges en dessous desquels c'est déconseillé d'utiliser le jeu vidéo et qui présente des petits pictogrammes avec le contenu du jeu vidéo, notamment les contenus à risque comme la violence, le langage grossier, des contenus qui peuvent faire peur. Donc ça, c'est important que vous, parents, nous, on le présente aux enfants dès le primaire, et ils le connaissent en général, mais que vous, parents, vous le connaissiez aussi et que vous preniez ce temps lorsque l'enfant télécharge un jeu vidéo ou achète un jeu vidéo en magasin, de regarder sur la jaquette ou sur l'image de présentation du jeu vidéo à quel âge il est recommandé et quel va être son contenu. Et vous pouvez aussi éventuellement regarder sur Internet des présentations du jeu pour savoir quel va être le contenu du jeu et est-ce que c'est en accord avec vos valeurs à vous aussi dans ce que vous acceptez que votre enfant utilise. Pour ce qui est des films, vous avez également la norme CSA, que vous voyez s'afficher par exemple quand c'est des programmes diffusés à la télé. Et parfois, quand c'est sur les smartphones, parfois l'application va proposer un âge recommandé. Ce n'est pas systématique. Donc, n'hésitez pas aussi à vous référer à des sites de conseils comme jeux.fr. Bon, pour les jeux, il y a toujours le PEGI. Mais n'hésitez pas à vous renseigner sur les réseaux sociaux, sur les applications, à regarder peut-être des avis et à regarder des présentations. Alors après, il y avait une question sur l'impact sur la socialisation de l'enfant ou de l'adolescent. Donc là, des questions comme ça, c'est plus délicat de faire des réponses générales parce que tout dépend en fait de chaque enfant. Mais justement, si vous vous posez cette question, c'est peut-être que c'est intéressant de l'interroger auprès de votre enfant. C'est-à-dire pourquoi votre enfant a-t-il besoin d'être sur un réseau social ou a-t-il besoin de jouer à des jeux vidéo en ligne? Qu'est-ce que ça lui apporte et quels peuvent être les inconvénients pour lui? Et là encore, le contrôle parental va vous permettre d'avoir quand même une visibilité sur son utilisation. Par exemple, sur la quantité de messages qu'il va recevoir, qui peut vous alerter. Si votre enfant reçoit des quantités de messages à un moment donné, ça peut être des groupes de classe, ça on le souligne souvent quand il y a des groupes de classe, souvent ça déborde, ça ne parle pas que des devoirs et c'est beaucoup de notifications. Donc voir avec eux peut-être pour désactiver les notifications du groupe. Mais vous aussi, en tant que parent, si vous voyez qu'il reçoit des messages à des heures qui ne sont peut-être pas adaptées ou en grande quantité, à peut-être en parler avec lui et à redéterminer ensemble une meilleure utilisation de l'écran. Alors, je reprends un petit peu mes notes pour voir les questions qui étaient abordées. C'est vrai que par contre, voilà, l'enfant qui n'est pas du tout dans les groupes de classe peut se trouver exclu parce qu'il n'est pas au courant de certaines sorties, de certaines activités. Donc là, c'est à voir aussi avec lui. Est-ce qu'il faut qu'il soit effectivement dans ce groupe, par exemple, mais que son utilisation, elle se limite à un certain nombre de groupes et d'échanges, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens peut-être de communiquer en dehors des groupes et des réseaux sociaux? Mais là, c'est à voir, voilà, est-ce que vous êtes en lien avec certains amis de votre enfant ou avec les parents des amis de votre enfant? Donc, tout dépend là des habitudes de chaque famille. Il y avait une question sur les écrans et la violence. Quels sont les liens? Alors, nous, ce qu'on constate, en tout cas en échangeant donc, avec les jeunes dans les classes lors de nos préventions, c'est que les jeunes ont tendance à se sentir finalement un peu protégés derrière leur écran
comme on peut l'être, par exemple, quand on est en voiture et que dans notre petite bulle de notre voiture, on a tendance des fois à exprimer un peu tout ce qui nous contrarie de manière peut-être plus grossière qu'on le ferait au quotidien. Là, l'enfant, derrière son écran, il n'a pas la réaction de la personne à qui il adresse un message, à qui il adresse une insulte, par exemple. Il n'a pas la réaction immédiate. Parfois, ils nous disent aussi, un message écrit, on peut le supprimer. Alors que quand on parle à quelqu'un en direct, on ne peut pas dire « Oups, j'efface ce que j'ai dit ». Donc oui et non, parce que le message même envoyé, même supprimé, il a pu être vu déjà par un certain nombre de personnes. Et justement, tout ce qui est publié sur Internet, on leur explique bien que ça ne disparaît pas. Mais voilà, ça leur donne ce sentiment, en fait, d'être un peu protégés et du coup, ça désinhibe. Donc, on constate qu'ils s'autorisent des comportements en ligne qui ne s'autoriseraient pas sans cet intermédiaire de l'écran qui met une certaine distance, en fait, entre eux. Donc, il peut y avoir aussi effectivement l'effet de groupe ou le sentiment d'être un peu anonyme derrière un pseudo. Donc, ça aussi, on leur explique que même un pseudo, ça protège d'une certaine manière, ça préserve l'identité de manière générale. Mais si le jeune commet des actes qui sont répréhensibles, la police aura les moyens d'identifier qui est derrière le pseudo. Donc, il ne pense pas qu'il est anonyme derrière son pseudo. Et donc, comment prévenir cette violence ? Alors nous, c'est un petit peu notre rôle quand on intervient dans les classes. Donc on essaye d'interroger avec les jeunes ce que c'est que le virtuel, ce que c'est que le réel et l'impact sur les émotions, sur leurs sentiments. Donc certains nous disent « Ah, moi, quand je reçois un message d'insulte sur un réseau social, par exemple, je ne le prends pas pareil que quand c'est en face. » Donc ils minimisent, ils banalisent un petit peu ces comportements-là. Et nous, justement, on essaie de les sensibiliser, d'en rediscuter pour leur faire prendre conscience que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde et qu'au contraire, quand c'est via Internet, l'insulte, elle peut être plus lourde encore de conséquences parce qu'elle peut être visible par plus de monde, parce qu'elle peut être répétée dans une ampleur beaucoup plus importante qu'à l'échelle de quelques élèves entre eux dans une classe, par exemple. Donc, pour leur faire prendre conscience que la violence en ligne, elle est même d'ailleurs plus sévèrement punie encore que la même violence hors écran. Alors vous, parents, comment prévenir et comment accompagner vos enfants ? C'est aussi au quotidien, en vous intéressant encore une fois à leur utilisation, en étant au courant de ce qu'ils font, en parlant avec eux, et puis en les sensibilisant aux émotions. C'est-à-dire qu'un enfant qui sait reconnaître ses propres émotions et qui sait les exprimer, qui sait les verbaliser, il va aussi savoir les identifier chez l'autre, et donc éviter de faire du mal à l'autre. Et dans le cas où lui-même va souffrir d'une situation, plus facilement en parler à quelqu'un que l'enfant qui ne sait pas mettre de mots sur ses propres émotions. Donc ça, c'est le travail des parents et les enseignants le font aussi dans les classes, depuis la maternelle, par exemple, mais c'est le rôle des parents de sensibiliser sur l'empathie et de parler avec leurs enfants. Donc ça, c'est vous qui pouvez essayer de demander à votre enfant, par exemple, quand il vous raconte sa journée, aussi comment il l'a vécu au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui lui a fait plaisir? Qu'est-ce qui lui a fait de la peine? Voilà, au quotidien. Et la question des alternatives aux écrans aussi. C'est vrai que votre enfant, si vous lui dites simplement de couper les écrans, c'est frustrant pour lui, de la même manière que nous-mêmes, on est beaucoup sur nos écrans. Imaginez-vous si vous êtes en plein devant une série et qu'on vous dit « c'est l'heure là, on le coupe » alors que c'est en plein suspense. C'est frustrant pour tout le monde. Donc votre enfant aussi, s'il est en plein jeu vidéo et que d'un coup vous dites c'est l'heure, on coupe, oui, il va certainement mal réagir. Par contre, si vous avez déterminé en amont le temps d'utilisation ou l'heure à laquelle il doit arrêter et que vous lui rappelez un petit peu avant, qu'il se met un rappel et qu'il y a cette souplesse, comme on disait, c'est ok, on a atteint l'heure, on te laisse le temps de terminer ta partie ou de dire au revoir à tes copains, ou voilà, tu as 10 minutes, ou voilà. Par contre, il y a un temps limite et on s'y tient. C'est pour ça que je vous disais de la souplesse, mais de la rigueur dans le cadre. Et c'est aussi de lui proposer du coup autre chose. Que faire en dehors des écrans? Et l'enfant, si vous lui proposez des temps de jeu avec vous, par exemple, souvent il va être preneur. Alors vous pouvez dire les adolescents, pas forcément. Alors c'est sûr, plus ils sont petits, plus ils vont être preneurs. Mais même les adolescents, vous pouvez leur proposer tout un tas de jeux, par exemple, des jeux de société qui peuvent être tout aussi élaborés que les jeux vidéo, des jeux de stratégie, des jeux d'escape game, des jeux… il y a vraiment toutes sortes de jeux que vous pouvez partager ensemble. Alors ça nécessite aussi de prendre un certain temps
pour vous appréhender les consignes avant de leur présenter. Voilà, ça demande un certain investissement, mais c'est important de leur proposer d'autres choses, des alternatives aux écrans, du temps bien sûr en extérieur, du temps d'activités sportives, physiques par exemple, d'activités culturelles. Voilà. Et de donner l'exemple aussi, parce qu'on pointe ça chez nos jeunes, mais il y a quand même certaines études qui établissent que finalement, sur le temps réel passé, sur les smartphones, en particulier, c'est nous les adultes qui sommes les plus grands consommateurs, plus encore que nos ados. On a tendance à le pointer chez eux parce que c'est plus visible, puisque forcément, ça va être en dehors du temps d'école, on les voit scotcher dessus. Mais nous, en fait, on est dessus toute la journée. Donc ça, vous pouvez vous amuser par exemple à aller dans les paramètres de vos smartphones, dans la petite rubrique bien-être numérique et regarder, ça vous fait des petits graphiques du temps passé sur chaque application. Et là, on se rend compte soi-même du temps qu'on passe à coup de 5 minutes par réseau social ou par petit jeu qu'on a sur le portable, la quantité que ça fait à la fin de la journée. Et vous verrez que même vos ados, ils ne dépassent pas forcément le temps que vous passez vous, mais ça peut être aussi un petit jeu comme ça en famille de se dire comment on va faire du coup pour réduire ce temps, quel temps on se fixe et puis voilà, qui arrive à réduire son temps et d'en discuter ensemble. Et donc par rapport aux questions qui ont été posées aussi ce soir par écrit, oui, c'est important de responsabiliser vos enfants plutôt que de vouloir imposer des règles trop strictes. Donc vraiment de discuter de ça avec eux. Voilà, je me répète un petit peu, mais c'est vraiment important de vous intéresser à ce qu'ils font, de ne pas les laisser seuls devant les programmes qu'ils utilisent, surtout quand ils sont petits, de vous intéresser, d'en parler avec eux et de leur demander à eux aussi, c'est ce qu'on va voir avec la présentation d'une charte qu'on vous propose, les règles que eux peuvent aussi déterminer pour leur bien-être face au numérique. Et la question du temps d'écran, je pense que ça rejoint ce qu'ont pu dire les autres intervenants avant moi. Il n'y a pas de temps strict. On ne va pas vous dire à tel âge, il faut tel temps. Par contre, ce qui est important, c'est la qualité de ce que fait l'enfant devant l'écran. Ça n'a rien à voir, un enfant qui va être sur des programmes éducatifs, pédagogiques, ou qui va jouer en ligne en échangeant avec d'autres jeunes de son âge, plutôt que quelqu'un qui jouerait seul et qui finalement s'enferme un peu dans une bulle, mais comme on peut le faire en s'enfermant dans le sport, comme on peut s'enfermer dans la lecture, comme on peut s'enfermer dans la musique. Ce qui est important, c'est qu'il y ait toujours du lien social avec les autres, qu'il y ait toujours de l'intérêt pour d'autres activités en dehors des écrans, qu'il y ait toujours de l'échange au sein de la famille, qui partage par exemple avec vous les temps de repas, mais ce n'est pas forcément le temps en lui-même qui va déterminer des inquiétudes à avoir vis-à-vis de l'utilisation de l'enfant. Ok, merci beaucoup Audrey pour tous ces conseils. Est-ce que vous avez la charte à nous montrer? Du coup, c'est moi qui dois partager la charte? Oui. Ah, alors je pensais que c'était… D'accord. On peut la retrouver de toute façon après sur notre site internet, donc www.imc.mc. Donc le but, c'est voilà, d'avoir quelques petites phrases d'engagement et des parents et des enfants et de pouvoir signer chacun ses engagements par rapport à l'utilisation des écrans. Donc ça va être du respect des règles, voilà, comme tenir un langage poli par exemple, et pouvoir discuter aussi de ce qu'on fait aussi hein, sur nos écrans. Ça peut être un engagement qu'on peut avoir entre parents et enfants. Alors, est-ce que vous la voyez du coup là? Oui. Donc voilà, donc effectivement, vous pouvez en retrouver différentes sur Internet. Ça, c'est une qu'on vous propose nous, avec donc une partie, vous voyez, qui commence par engagement des enfants, puis engagement des parents, avec une signature de l'enfant et du parent. Et donc, l'idée, c'est bien de commencer cette charte en disant… donc là, nous, on propose sur Internet comme dans la rue pour sensibiliser qu'il y a des choses qui sont clairement identifiées sur le comportement au quotidien et qui, en fait, va être similaire sur Internet. Et donc, je m'engage à… C'est important de le formuler comme ça, qu'il y ait une implication vraiment de l'enfant et du parent. Donc, nous, on vous propose, par exemple, donc ne jamais parler avec des inconnus sans en parler à mes parents.
Ça, on le voit avec les jeunes. Il y a des amitiés aujourd'hui qui se créent via les réseaux sociaux, via les jeux vidéo, qui sont de vraies amitiés pour les jeunes et qui leur apportent beaucoup. Donc, il ne s'agit pas de dire de ne pas parler du tout à des inconnus, mais par contre que les parents soient au courant, puisque il y a le risque de ne pas savoir qui est réellement derrière un pseudo et qu'il puisse y avoir des personnes mal intentionnées aussi. Ne pas donner d'informations personnelles pour protéger ma vie privée. Donc tout ça, ce sont des points qu'on aborde, nous, dans toutes les classes à Monaco, par exemple, et puis dans les écoles en France où on intervient. Donc prévenir mes parents ou un adulte de confiance si quelqu'un me menace ou m'insulte. Prévenir mes parents ou un adulte de confiance si je vois quelque chose qui me choque ou me fait peur. Donc ça aussi, là, par exemple, c'est important dans ces cas-là, de déculpabiliser votre enfant. Souvent, l'enfant va avoir peur de dire à ses parents qu'il a vu des images qui l'ont choqué parce qu'il a peur que le parent le prive du réseau social. D'ailleurs, aujourd'hui, une jeune nous a dit ça à la fin d'une classe en disant « j'ai vu quelque chose où j'ai eu des insultes sur TikTok, du coup, ma maman m'a enlevé TikTok ». Donc bon, je lui ai rappelé qu'elle n'avait pas encore 13 ans et que donc sa maman avait peut-être bien fait de lui enlever un réseau qu'elle n'était pas censée utiliser, mais que peut-être elle pouvait aussi discuter avec sa maman de comment se protéger sur TikTok avec justement le contrôle parental par exemple, et de parler en tout cas à ses parents de ce qui peut choquer ou faire peur. C'est pas de leur faute, mais parfois ils peuvent tomber sur des contenus inappropriés et le fait de verbaliser, ça va quand même apaiser aussi les faits angoissants. Donc Audrey, merci, pardon de vous couper. Pardon, par rapport au temps qui nous est imparti, je suis obligée de vous couper un petit peu. Je suis désolée. Okay. Merci pour tous ces conseils. En tout cas, c'est très complet. C'est vrai qu'on a reçu beaucoup de questions. On a essayé de synthétiser au maximum. Je vais redonner la parole à Natacha Didier pour nous présenter donc, la boîte à limites, le kit éducatif qu'elle a créé pour contrôler le temps dès le plus jeune âge. Oui. Alors, la boîte éducative, donc la boîte à limites, c'est celle-là. Elle s'adresse aux enfants à partir de 3 ans jusqu'à 10 ans pour les accompagner à avoir une réflexion déjà sur un usage des écrans. Donc, on peut trouver un petit livret, un petit carnet d'activités qui va permettre avec le parent déjà de faire une petite évaluation du temps d'écran, de se poser les bonnes questions autour des usages des écrans et de fixer des objectifs. Et puis ensuite, donc dans la boîte, on va retrouver des magnettes, donc à utiliser sur le frigo, par exemple, de la cuisine, hein, ou alors on peut aussi se procurer un petit tableau magnétique. Donc l'idée des magnettes, c'est on a deux réglettes pour les jours de la semaine. Et ensuite, sous chaque jour de la semaine, on va pouvoir disposer un magnète que j'ai appelé le bon pour X minutes. Donc ça, c'est le parent qui va définir avec l'enfant un peu en fonction du planning de la semaine ou pendant les vacances ou voilà, ou en temps pour la semaine de travail. Et puis, par exemple, moi, chez moi, voilà, le mercredi, on va inscrire le temps et on va pouvoir donner, par exemple, 30 ou 60 minutes à l'enfant. Donc, le tout, c'est de bien partager ça avec l'enfant et de le responsabiliser sur ce temps d'écran et non pas lui imposer, évidemment, le temps d'écran. Donc, dans la boîte, on va retrouver un minuteur qui va sonner une fois que le temps d'écran sera terminé. Et puis après, on va retrouver des petits magnettes ludiques comme le stop écran, quand on va vouloir dire à l'enfant, bon bah voilà, aujourd'hui ou cette semaine, ça sera terminé. Et puis pour encourager, à la fin de la semaine, quand la mission est accomplie, on va pouvoir lui donner un petit bon félicitations pour une activité à partager en famille, voilà, quelque chose à faire ensemble, de la cuisine, du jardinage, mais voilà, pour lui montrer aussi que on arrête le temps d'écran, mais derrière, il y a une alternative, et ça, c'est important, vous l'avez dit, de proposer une alternative pour éviter les frustrations. Voilà, donc pour faire court et rapide, vous trouverez toutes les informations complémentaires donc, sur mon site internet www.laboîtealimite avec un s.fr. Super, merci beaucoup Natacha. Voilà, et puis si pour les parents qui veulent commander la boîte à limites, donc en accord avec votre association, je propose un code réduction à utiliser dans le panier.
que j'ai créé avec le code AIMC. Super. Est-ce que Voilà. vous pouvez le rappeler peut-être sur le questions et réponses pour que tous les participants puissent le voir? Merci beaucoup, Natacha. Merci à vous. Maintenant, je vais vous présenter rapidement la gestion du temps d'écran aussi grâce à un logiciel gratuit, ainsi qu'avec les fournisseurs d'accès Internet, parce que chaque fournisseur à Internet a sa gestion du temps. Hop, donc, je pars sur le partage d'écran. Voilà, donc, hop, alors, je ne lance pas. Donc, on va voir un petit peu, effectivement, on a donc Monaco Télécom qui propose déjà sa solution. Là, ça ne passe pas, voilà. Donc, Monaco Télécom, donc, pour les résidents monégasques, qui peut limiter les horaires et qui peut filtrer aussi, bien sûr, le contenu. On peut limiter le temps et limiter la durée dans la journée. On a aussi donc Custodio, qui est un logiciel gratuit qui propose énormément d'options et qui sont, alors à notre avis, je me permets de parler au nom de l'association parce qu'on en a discuté ensemble, bien trop intrusives. Si on utilise tout ça, on est vraiment complètement dans la vie de notre ado. Donc, c'est juste voilà l'idée, comme on parle du temps ce soir, de pouvoir limiter le temps passé sur l'ordinateur, de restreindre l'utilisation de certains jeux ou logiciels qui ne seraient pas adaptés à leur âge. On a aussi Orange, qui est la particularité de pouvoir contrôler les différents appareils de la maison, ce qui fait qu'on peut limiter, par exemple, l'ordi portable ou le téléphone d'un jeune, sans pour autant couper Internet dans toute la maison. Donc, ça, c'est vraiment la particularité d'Orange. On a aussi donc chez Bouygues Télécom le contrôle parental, pareil sur les tranches horaires qu'on peut activer selon les jours aussi. On a aussi le logiciel de contrôle parental Free Angel de Free, donc c'est exactement pareil sur la plage horaire. Et enfin SFR, donc c'est un petit peu l'idée aussi du bien-être numérique, comme disait Audrey, et d'avoir aussi la possibilité de contrôler le temps passé, par exemple, sur le téléphone. Merci à toutes les interventions, puisque vous avez répondu à toutes les questions-réponses. Alors, je pense que pour Catherine Géga, nous avons une dernière question que vous avez déjà abordée. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, à combien de mètres faut-il rester des écrans? Et donc, ça dépend de la taille des écrans, Catherine. Oui, c'est ça. Il faut toujours reprendre son double décimètre et calculer la diagonale de son écran et la multiplier par 1,5. Donc, en fait, et surtout, j'insiste aussi sur le smartphone, qui est un outil que tout le monde tient très mal. Moi-même aussi, ça je le reconnais, mais il faut surtout faire attention à la tension qui s'exerce quand on regarde le smartphone sur les cervicales, puisque en fait, on a tendance à baisser beaucoup la tête pour regarder, alors qu'il faudrait pouvoir rester quand même presque droit et le regarder beaucoup plus loin, pour éviter aussi, parce qu'il y a des problèmes de vue, effectivement, il y a des troubles que l'on ressent sur les yeux, mais il y a aussi tous les troubles, les fameux troubles musculo-squelettiques, qui sont aussi induits par la position que l'on a face aux écrans. Donc voilà, pour la dimension, c'est donc 1,5 fois la diagonale de l'écran. Merci beaucoup, Catherine. Alors, une dernière question. Donc, cette conférence, effectivement, est enregistrée et elle sera donc prochainement en replay sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. On aura une vidéo YouTube. Donc, je pense qu'on a abordé toutes les questions. Je vous remercie toutes pour votre intervention qui était toute éclairante et qui apportait beaucoup d'informations. Merci à Federico donc, qui a quitté la webconférence, mais merci à lui aussi. Et vous pouvez nous retrouver donc sur www.aimc.mc.
Je vous remercie tous d'avoir participé à cette webconférence. J'espère qu'on aura répondu à vos questions. Et puis, on se voit bientôt pour une nouvelle webconférence. On a plein de thèmes qu'on aimerait aborder avec vous.